Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Fondation Martin Bodmer. Dans le cadre du 200e anniversaire de la mort de Napoléon Bonaparte et en partenariat avec l'Association des Amis du Château de Coppet, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour une sorte d'excursion à travers les rayons de notre fondation à la recherche des souvenirs et reliques de l'Aigle. Démarrer cette présentation ici même, dans notre musée, avec en arrière-plan cette galerie de portraits antiques en marbre, n'est pas anodin. En effet, je suis à côté de deux grandes figures collectionnées par Martin Bodmer qui nous ramènent en direction de deux grands conquérants du monde antique, Alexandre le Grand et César. Leur présence n'est pas pour surprendre quand on connaît la nature de la Bibliotheca Bodmeriana. Loin d'être en fait une collection consacrée aux seules belles lettres, la collection rassemblée par Martin Bodmer avait pour vocation d'aborder tous les domaines d'activité de l'homme qui se soient manifestés par le biais de l'écriture, incluant l'histoire et la politique. Alors, il faut voir que dans ce cadre-là, dans l'expression du pouvoir Macht en allemand, Napoléon Bonaparte trouvait, comme ses illustres prédécesseurs, une place tout à fait naturelle. Dans ses carnets personnels, qu'il a rédigés pendant près de 60 ans, Martin Bodmer déplorait en 1944 que pour la première fois dans l'histoire du monde, les puissants eux-mêmes aient perdu leur grandeur, celle qu'ils avaient eue à l'époque de leurs prédécesseurs, Achille et Siegfried, Alexandre et César, Charlemagne et Napoléon, et que la force, désormais, soit soumise à la technique. Cette présence, cette forme d'admiration pour l'empereur des Français, elle va se manifester à travers les écrits bodmériens, et on retrouve, des années plus tard, en 1962, une comparaison sous la plume de Martin Bodmer, celle de son maître à penser intellectuel, de son mentor, Goethe, avec celui-là même qui lui avait remis la Légion d'honneur, Napoléon. Et Martin Bodmer reconnaissait dans la personne de Napoléon Bonaparte la même forme de génie originel qu'il rencontrait chez ses contemporains Goethe, Mozart ou Beethoven. Dans la conception bodmérienne, la place de Napoléon se trouve donc naturellement dans la lignée de ses grands prédécesseurs antiques, avec lesquels d'ailleurs il a beaucoup de points communs. À vrai dire, il a été bien entendu conquérant, stratège, chef d'État, mais également un amateur fervent de belles lettres, et un auteur de la même manière que l'avait été l'impérator romain. Rappelons-nous qu'Alexandre le Grand avait à ce point goûté les poèmes homériques pour que, lorsqu'on lui apporta le trésor du roi perse vaincu, il déverse le contenu d'un coffret en or massif plein de joyaux pour y entreposer les précieux rouleaux du poème homérique que par ailleurs il glissait parfois sous sa tête lors de son sommeil. Et bien de la même manière que Alexandre, que César ont entretenu un rapport étroit avec les belles lettres et sont devenus eux-mêmes héros d'œuvres qui, bien après leur disparition, ont poursuivi et ont bâti leur légende. De la même manière, l'empereur Napoléon est devenu, en quelque sorte, un de ces personnages littéraires qui a vu, de son vivant déjà, émerger sa propre postérité et sa propre légende. Rien d'étonnant donc que Napoléon Bonaparte soit si représenté dans les rayons de la Fondation Martin Bodmer, représentant par excellence l'homme politique du tournant moderne, Wende. Toutes les phases de la vie du général puis empereur ont été choisies, illustrées, soit par des éditions originales précieuses, soit par de rarissimes et uniques manuscrits autographes. Certaines des grandes étapes de la carrière napoléonienne ont été ainsi conservées à travers ces précieuses reliques. Et nous allons, au cours de cette excursion dans nos rayons,
suivre d'une manière plus ou moins chronologique les grandes étapes de sa carrière, depuis les premiers affrontements dans les armées révolutionnaires jusqu'à l'exil à Sainte-Hélène, en passant à la fois par des documents de son époque, voire de sa main, mais également par cette production postérieure à son décès et qui va assurer la légende napoléonienne. Alors je vous invite à me suivre dans les rayons, de glaner quelques exemplaires et commençons tout de suite cette excursion en allant en direction du document le plus ancien qui soit conservé à la Fondation Martin Bonnemer et il va nous emmener du côté de la Côte d'Azur. Sorti diplômé de l'école de Brienne en 1784 à l'âge de 15 ans et reçu sous-lieutenant d'artillerie l'année suivante, le jeune Napoléon Bonaparte va voir ses premières années d'officier entrecoupées par plusieurs congés requis pour raisons familiales. Son père vient en effet de mourir. Sa progression dans les échelons militaires va être relativement lente et il va lui falloir attendre juin 1792 pour recevoir enfin le grade de capitaine. Et c'est d'ailleurs un des derniers brevets d'officier qui sera signé par Louis XVI. Et il va lui falloir encore patienter à ce jeune officier impétueux pour pouvoir faire ses preuves. Et c'est finalement l'insurrection royaliste en Provence qui va lui en donner l'occasion. Fin août 1793, Toulon est en effet tombé aux mains de la flotte rebelle menée par les officiers de la Royale et le port a été grand ouvert aux navires de la Royal Navy. Le péril d'une invasion menaçant la toute jeune République est imminent. Alors que le siège a été mis autour de la cité, le capitaine Bonaparte se présente au général Cartaux, commandant en chef de la place, avec des idées novatrices en matière de préparation d'artillerie. Mais le jeune homme est flanqué et inconnu est assez sèchement éconduit. À force d'opiniâtreté, toutefois, il parvient à obtenir le commandement de l'artillerie en octobre 1793 avec le grade de chef de bataillon. Et à partir de là, les coups d'éclat vont se succéder avec notamment la capture d'un général anglais, Charles Howard, le 23 novembre. Son plan, astucieux, va être soumis au nouveau commandant en chef des armées républicaines, le général Dugommier, et va finalement permettre la reprise de la ville le 18 décembre 1793, après un feu roulant des batteries installées par le jeune chef de bataillon à Ollioules, qui a rendu le port absolument intenable pour les navires ennemis et qui a totalement matraqué à boulet rouge leurs navires. Arrivé capitaine sur la Côte d'Azur, Bonaparte repart de Toulon avec le grade de général de brigade. C'est donc durant ce premier épisode de la geste napoléonienne qu'a été rédigée une lettre importante de Bonaparte, signée de sa main, mais rédigée, et c'est un bienfait pour le lecteur, tant pour l'écriture que pour l'orthographe, par celui qui était alors son jeune aide de camp et secrétaire improvisé du moment dans les batteries d'Ollioules, un certain sergent Junot, qui deviendra plus tard général et duc d'Abrantes. Cette lettre n'est pas un achat de Martin Bonnemer, mais a été offerte généreusement à notre institution par les descendants des collectionneurs privés il y a seulement quelques années, qu'ils soient encore remerciés pour ce très beau don. Et le courrier a été relié, comme c'était souvent le cas chez les collectionneurs du début du XXe siècle, en tête d'une édition. Cette édition, vous l'avez sous les yeux, c'est l'édition originale, capitale, des œuvres de Napoléon, qui paraît en 1822 à Paris. Et on va constater à la lecture de ce courrier combien le jeune officier est déjà épris du sens du détail, de l'organisation logistique, qui resteront par la suite les qualités de l'empereur. Ollioules, 19 Frimaire, l'an 2 de la République, une et indivisible, soit le 9 décembre 1793, nous sommes à quelques jours de la reprise de la ville. Aux citoyens Dupin, adjoint au ministre de la Guerre, tu recevras demain l'état du matériel du parc, mais je te le répète, les deux objets qui doivent attirer ta sollicitude sont la poudre et les chevaux. J'ai reçu les bombes incendiaires que tu m'as envoyées il y a longtemps. Nous nous en servirons. Mais tu comprends facilement que des bombes de 150 qui tombent sur un navire produisent le meilleur effet.
Je t'instruirai de l'effet qu'elles auront produit. En peu de jours, j'espère t'annoncer la prise de l'Aiguillette, le fort de l'Aiguillette, de Balaguet, le fort de Balaguet, l'expulsion de l'escadre de la Rade et la prise du Pharaon, autrement dit le fort du Mont-Faron. J'ai fait venir en poste 4 affûts traîneaux de l'armée d'Italie qui doivent me servir à monter sur Faron. J'ai 6 forges à boulets rouges, toutes prêtes pour transporter avec 20 pièces de canon et 10 mortiers à l'Aiguillette pour brûler l'escadre ou l'obliger à s'éloigner. Je ne vous dissimule pas que cette journée sera très chaude pour nous. Nous avons, dans ce moment même, une canonnade assez vive. Nous avons jeté quelques centaines de bombes dans la redoute anglaise, nous leur avons fait sauter leur magasin de poudre, tuer une trentaine d'hommes et démonter 3 canons. L'on m'annonce à l'instant de la batterie de la Convention que nous venons de tuer un ingénieur anglais qui traçait des ouvrages avancés à la batterie de Malbosquet. Salut et fraternité, signé Bonaparte. Seule la signature est autographe, mais vous la voyez s'étaler sous ce salut et fraternité extrêmement républicain, de manière déterminée. Vous devinez également à sa graphie que l'auteur était plus fait pour poser le bout de feu sur un canon que pour tenir la plume. Heureusement que Junot, il devait bien mériter son titre de duc final et de général, lui servait alors de secrétaire. Le reste de la lettre est relativement visible. Vous verrez tout à l'heure que la graphie de l'empereur était une torture pour le lecteur. Après ce premier épisode de Côte d'Azur, c'est vers l'Italie que nous allons porter nos pas. Fin 1795, le général Corse est devenu le commandant militaire de l'armée de Paris et un personnage d'importance nationale. Sa carrière, qui a été un temps menacée par la réaction post-thermidordienne et la chute de tous les montagnards, a été finalement sauvée grâce à sa répression très ferme de l'insurrection royaliste parisienne de l'automne 1795. Ayant acquis la confiance du nouveau régime du Directoire, Napoléon, qui n'est encore que Bonaparte, va intriguer pour obtenir le commandement en chef de l'armée d'Italie. Et durant cette période, entre 1796 et 1797, cette campagne d'Italie que vous voyez ici représentée par différentes planches gravées des années 30 que j'ai retrouvées parmi notre collection de dessins et gravures, cette campagne donc va être relativement foudroyante et se conclura par la destruction, par des troupes sous-équipées, de 4 armées autrichiennes et la totale réorganisation politique de toute la péninsule par un général de 28 ans qui a pris goût à négocier directement avec les têtes couronnées. Là encore, les hauts faits des batailles du pont de Lodi, du pont d'Arcole ou de la bataille de Rivoli que vous voyez en arrière-plan, eh bien, ces faits, savamment répercutés par la presse parisienne, et Bonaparte lui-même a très bien compris les enjeux de la propagande, puisqu'il va s'acheter 2 journaux parisiens pour chanter ses louanges, eh bien, ces hauts faits vont augmenter encore la célébrité du jeune général. C'est bien sur ces champs de bataille de l'Italie que va naître le mythe du petit caporal, et l'iconographie développée au cours des décennies suivantes va s'ancrer dans la mémoire collective. Vous avez sous les yeux le livre que tout petit Français du début du XXe siècle rêvait d'avoir, 2 grands ouvrages de Georges Montorgueil, illustrés par le dessinateur Job, de grand format, avec des planches double page magnifiques en couleur. Ces volumes sont devenus des classiques depuis leur parution dans les premières années du XXe siècle et ont contribué à propager cette geste napoléonienne sous les couvertures polychromes des reliures éditeurs illustrés par le dessinateur Fernand Faux. Et vous avez ici la très belle couverture du premier tome qui montre bien le général républicain triomphant. Nous étions 30 000 va-nu-pieds contre 80 000 fendants d'Allemands, tous beaux hommes, bien garnis, que je vois encore. Alors Napoléon, qui n'était encore que Bonaparte, nous souffle je ne sais quoi dans le ventre. Et l'on marche la nuit, et l'on marche le jour, et l'on te les tape à Montenotte, et on court les rosser à Rivoli, à Loti, à Arcole, à Millésimo, et je ne te les lâche pas. Ainsi, Honoré de Balzac
résumait-il la campagne d'Italie dans la bouche d'un de ses personnages. Les 2 journées intenses de combat de Rivoli, les 13 et 14 janvier 1797, permirent d'achever le siège de Mantoue et furent l'une des étapes décisives de cette campagne d'Italie. 4 jours plus tard, le 18 janvier, depuis son quartier général à Vérone, le général victorieux envoyait un compte-rendu dithyrambique de la bataille aux membres du Directoire, le gouvernement français, énumérant les exploits individuels, et notamment ceux de Masséna, l'enfant chéri de la victoire, mais également collectifs. Je cite, « Les légions romaines faisaient, dit-on, 24 000 par jour. Nos brigades en ont fait 30 et se battent dans l'intervalle », écrit le général fier de ses hommes. Eh bien, ce document très précieux, entièrement autographe, entièrement de la main de Bonaparte, ce qui le rend d'autant plus exceptionnel, puisque vous avez compris qu'il avait horreur de tenir la plume, constitue une version primitive de ce rapport envoyé au Directoire à Paris. C'est non pas un compte-rendu véritablement, mais plus dans cette forme initiale, un discours, une proclamation galvanisante adressée directement aux troupes, et vous pouvez d'ailleurs reconnaître le mot isolé sur la colonne de gauche, soldat au singulier. Vous avez ici un général en chef qui s'adresse au plus modeste de ses troufions, bien dans la manière en fait de celui que les hommes avaient élu petit caporal, ce grade honorifique que les troupes lui avaient conféré au soir de la bataille du Pont de Lodi. Passons désormais à la période impériale. La gloire de l'Empire est tout d'abord les documents en rapport avec l'homme d'État et le guerrier. La date du 2 décembre est tout particulièrement napoléonienne. Elle montre en fait la dualité du personnage. C'est à la fois celle du sacre, qui va inaugurer l'Empire français le 2 décembre 1804, et c'est aussi par coïncidence celle de la bataille d'Austerlitz, un an après, jour peu jour. Vous avez ici un plan configurant à la fois la topographie des lieux et le positionnement des armées dans l'atlas de l'Empire mis au point par Adolphe Thiers. Nous y reviendrons tout à l'heure. Cette bataille des 3 empereurs, qui verra la victoire écrasante des armées françaises sur les troupes russes et autrichiennes liguées, va devenir l'un des meilleurs exemples du talent de stratège de Napoléon, dont l'armée était numériquement inférieure à celle de ses adversaires. Vous voyez ici le cheminement de ces troupes sous le regard des généraux empanachés à cheval. Là encore, la propagande impériale saura magnifier cette victoire, créant des anecdotes apocryphes ou diffusant à l'envi les postures et les discours supposés ou réels de l'empereur, qui avait écrit « Soldats, je suis content de vous. Vous avez à la journée d'Austerlitz justifié tout ce que j'attendais de votre intrépidité. Vous avez décoré vos aigles d'une gloire immortelle. Mon peuple vous reverra avec joie, et il suffira de dire « J'étais à la bataille d'Austerlitz » pour qu'on vous réponde « Voilà un brave ». Il y a justement parmi ces braves, qui se distinguèrent tout particulièrement, figurait un jeune colonel des hussards, Marcellin Marbeau, futur baron de l'Empire et général. À la fin de sa vie, l'officier, qui avait été couvert d'honneur par la suite sous la Restauration et la monarchie de Juillet, composa en direction de ses enfants et petits-enfants des mémoires qui formèrent un témoignage important sur la période impériale. Une édition particulière fut réalisée des passages concernant spécifiquement Austerlitz pour l'anniversaire de la bataille en 1905. Et vous avez ici cette édition qui est apparue à la librairie Conquet parisienne. Cet exemplaire, rehaussé de couleurs, relié, est un des 84 exemplaires donc, du tirage de tête sur papier grand luxe, papier vélin numéro 84, a été relié dans une reliure de maroquin vert et nous montre des aquarelles d'Alexandre Lunois qui retracent les grandes étapes de la bataille et notamment la célèbre charge des hussards au cri de « Vive l'empereur » qui est à droit à une double page assez saisissante de cet ouvrage de taille in-folio qui donc a revêti ce magnifique vêtement de maroquin vert, couleur impériale par excellence, qui a été richement orné et doré. Moins d'un an après Austerlitz,
la stabilité européenne est encore menacée une fois de plus. À la fin de l'été 1806, inquiet des projets napoléoniens qui ambitionnaient la création d'un nouveau Saint-Empire romain germanique à sa botte, le roi de Prusse, Frédéric Guillaume III, déclenche les hostilités et forme avec la Saxe, la Russie et le Royaume-Uni ce qu'on a appelé la quatrième coalition. Ces pays fédérés vont enjoindre par un ultimatum du 4 octobre 1806 à Napoléon de se retirer sous 4 jours au-delà du Rhin. Alors, en réponse à cet ultimatum particulièrement sec, Napoléon va adresser des proclamations martiales d'une part à la Grande Armée, qui était sur le point de se replier en direction de la France et de retrouver ses foyers, mais va également envoyer un message, et là pour le coup diplomatique et conciliateur, au peuple de Saxe lui-même, en se proclamant le défenseur des Saxons, et même leur libérateur d'une certaine manière, un champion toujours prêt à les défendre contre l'envahisseur prussien, donc deux peuples allemands qu'il s'agit d'opposer. La Fondation Martin Bonnemer a la chance de posséder, acheté par Martin Bonnemer, un témoignage de première main de ce discours très important pour l'histoire de cette quatrième coalition, puisqu'il s'agit de la première minute, le tout premier brouillon de cette proclamation aux Saxons. Alors, rédigé selon les principes du secrétariat personnel de l'empereur. Vous voyez qu'il y a une présentation sous forme de 2 colonnes. La colonne de droite, avec une écriture plus ou moins lisible, est celle qui a été rédigée sous la dictée par le fidèle secrétaire personnel de l'empereur, le baron Fin, qui était son collaborateur le plus proche. Et comme à l'accoutumée, il a donc réservé à cette dictée la moitié du feuillet in-folio et a ensuite remis cette copie à l'empereur qui a corrigé, qui a annoté, qui a ajouté de sa main dans la colonne de gauche laissée libre afin de donner la dernière mouture du discours. Donc nous avons là des interventions de l'empereur qui raturent, qui corrigent, qui ajoutent des éléments à cette proclamation, des lignes entières parfois. Et d'autres modifications vont même voir le jour dans une étape ultérieure, puisque le texte définitif, donné en notre quartier impérial à Ebersdorf le 10 octobre 1806, présente une version encore différente de ce manuscrit. Parution donc sous forme d'affiches et de proclamations le 10 octobre. 4 jours plus tard, c'est la bataille d'Iéna qui va se conclure par l'écrasement complet des armées prussiennes et saxonnes. La proclamation n'avait pas rendu son effet diplomatique. 2 ans plus tard, alors que l'Europe est désormais tout entière sous sa coupe, Napoléon va rencontrer son homologue russe, le tsar Alexandre, pour sceller leur alliance et acter le partage du continent. Organisée sur le sol saxon, cette entrevue d'Erfurt va se tenir entre fin septembre et mi-octobre, va être totalement sabotée par Talleyrand dans ce que certains appelleront, je cite avec des guillemets, un chef-d'œuvre de perfidie, mais cette rencontre aura au moins donné lieu à des fêtes grandioses, à la fois à Erfurt et à Weimar. Et Goethe, qui était l'un des proches du grand-duc de Saxe-Weimar, va suivre les événements, bien entendu en tant que membre de la cour grand-ducale, va être reçu en audience privée par l'empereur, qui va même le décorer pour cette occasion de la Légion d'honneur. Alors pour conserver le souvenir de ces événements et des fêtes, et notamment de la partie qui va se dérouler non pas à Erfurt, mais dans sa propre ville de Weimar, le grand-duc Charles-Auguste de Saxe-Weimar va faire imprimer ce livre, qui est un grand in-folio absolument magnifique, tiré à petit nombre, illustré de très belles planches en couleur, dans lesquelles on reconnaît les principaux protagonistes de cette rencontre historique. Donc les différentes têtes couronnées présentes durant ces entretiens, évidemment le tsar et l'empereur des Français se trouvent au milieu, et les différents monuments éphémères qui ont été construits pour l'occasion sont également illustrés dans ces planches. Napoléon n'a pas été qu'un guerrier et un homme d'État, il a été aussi un bâtisseur. Et je voulais illustrer cet aspect
qui dépasse le dirigeant, disposant des hommes, des nations, des armées, comme des pions sur une carte géante de l'Europe, eh bien, Napoléon a également encouragé et développé différentes innovations. Loin de ses menées guerrières habituelles, la période napoléonienne a donc laissé quelques beaux témoignages culturels. Prenons-en deux dans des domaines totalement différents, le droit et l'art typographique. Promulgué le 21 mars 1804, le nouveau Code civil des Français, qu'on appelle souvent Code Napoléon, visait à refondre totalement les contenus légaux du pays en créant un socle juridique totalement moderne pour le droit civil, des textes qui, aujourd'hui encore, sont en application en France, puisque plus de la moitié des 2200 articles du Code civil actuel du début du XXIe siècle sont d'origine et n'ont pas été touchés depuis la période napoléonienne. Cet exemple va par ailleurs être suivi dans de nombreux pays. Et nous en avons ici une très belle édition, relativement précoce, sortie des presses très réputées de l'imprimeur parisien Firmin Didot en 1811. Et cet exemplaire, à la typographie impeccable, était sans doute un exemplaire de présentation, ou du moins à usage officiel, puisque ces 10 volumes ont été reliés en maroquin, qu'on appelle du maroquin long grain, vert, frappé à l'aigle impérial, tant sur les plats que sur les caissons des dos. Et donc vous voyez se déployer toute cette série qui contient une version annotée du Code Napoléon. Et puis il existait bien entendu des versions plus pratiques, plus quotidiennes, on va dire, faites autant pour les commerçants ou les petits rentiers que pour les juristes ou les magistrats. Et la Fondation possède ainsi cette petite édition IN16, donc de petit format, livre format poche, des 5 codes de l'Empire français, à savoir le Code Napoléon, le Code civil, le Code de procédure, le Code de commerce, le Code criminel et le Code pénal. Tout ça compacté dans un tout petit ouvrage avec une police de caractère évidemment minuscule et illustré par un frontispice un peu naïf représentant l'ordonnateur de tout cela, à savoir Napoléon le Grand, empereur de France, roi d'Italie, etc. Passons désormais dans un domaine tout à fait différent qui a bénéficié en quelque sorte de la période impériale, celui de l'édition. Dans l'Italie occupée, et plus précisément à Parme, était installé un des plus grands imprimeurs et typographes européens, j'ai nommé Giambattista Bodoni, qui était le directeur de l'imprimerie ducale de Parme depuis 1768. Eh bien, loin de freiner son activité, l'arrivée des troupes françaises républicaines, puis le passage du duché sous le contrôle de la France, impériale, républicaine puis impériale, fut en fait des années de développement maximal du talent de Bodoni et de l'activité de son atelier, notamment par la création du caractère qui va porter son nom en 1798. Le travail de Bodoni était distingué par de grands personnages à travers toute l'Europe et il a été sollicité par l'empereur, bien entendu, mais également par les nouveaux souverains italiens issus de la famille Bonaparte. C'étaient des publications géantes, qui étaient la caractéristique de son atelier, aussi belles qu'impressionnantes et qui très souvent servit de cadeau de prestige. Un brin courtisan, Bodoni a par exemple dédié son édition de Héros et Léandre de l'auteur musée le grammairien, avec le texte grec et le texte latin, à celui qui était à l'époque le maître de l'Italie, Eugène de Beauharnais, le propre fils adoptif de l'empereur, qui était devenu vice-roi d'Italie, prince de Venise et archi-chancelier de l'Empire. Eh bien, la Fondation possède l'exemplaire même qui a été offert au vice-roi, qui a été augmenté d'un feuillet de dédicace imprimé pour la circonstance. L'exemplaire a été relié aux chiffres entrelacés du jeune vice-roi et de sa femme Augusta Amelia de Bavière, mais pour autant, ça ne l'a pas fait plus lire. L'ouvrage, plus de 200 ans plus tard, plus de 200 ans après ce cadeau, est toujours non coupé. Il faut croire que le jeune vice-roi, le jeune prince, était plus à l'aise sur les champs de bataille que dans les beautés du grec ancien. De son côté, le maréchal prince Joachim Murat
l'un des rares amis proches de l'empereur, devenu son beau-frère après son mariage avec Caroline Bonaparte, ainsi que roi de Naples en 1808, vous voyez que les titres s'accumulent, eh bien, Murat commanda auprès de Bodoni une édition grand format de 4 classiques français, je cite, pour l'instruction de son fils aîné, son Altesse royale le prince Achille Napoléon. Alors par ordre ainsi, coup sur coup, en 1812 le Télémaque de Fénelon, en 1813 le théâtre de Racine, et alors qu'il travaillait sur les 2 derniers textes commandés, Bodoni mourut le 30 novembre 1813, mais qu'à cela ne tienne, c'est sa veuve qui poursuivit la tâche en livrant coup sur coup en 1814 un La Fontaine et le présent Boileau, les œuvres de Boileau en 2 volumes in folio. Vous voyez ici les plumes de cygne qui ont été mises à côté de la page de titre pour représenter l'échelle. Et rapportant sa visite dans l'atelier de Bodoni en 1811, alors qu'il était en train de travailler sur ces différents volumes, eh bien, un certain Stendhal s'était déclaré stupéfait d'abord que le grand typographe, travaillant précisément sur ce Boileau, donc on est là 3 ans avant la parution du livre, et Bodoni était déjà en train de travailler sur la maquette, ce qu'on dirait aujourd'hui la maquette, eh bien Stendhal avait appris avec stupéfaction que Bodoni avait mis 6 mois pour faire la mise au point de la seule page de titre que vous avez sous les yeux. Voilà. Ça, c'est quand même du travail d'un grand maître de la typographie sur une commande émanant de l'entourage impérial. Alors, comme toutes les impressions grand format de Bodoni, ces œuvres de Boileau furent tirées à tout petit nombre. On parle de 100 à 150 exemplaires. Le grand bibliographe Brunet, en 1860, disait que l'édition, je cite, demeure peu connue en France, où il y en est à peine parvenu quelques exemplaires. Martin Bonnemer a fait un effort tout particulier pour les rassembler et nous possédons quasiment tous ces grands in-folio bodoniens et il demeure aujourd'hui des livres particulièrement recherchés. Mais l'Everest typographique de Bodoni fut sans doute le livre offert à l'empereur lui-même et il s'agissait bien entendu de l'Iliade d'Homère. Résultat de pas moins de 5 ans de travail, cette édition monumentale a vu le jour en 1808 et s'ouvrait sur une dédicace donc à l'empereur lui-même. Abordons désormais l'homme intime, en quelque sorte, dans son environnement familial. Donc Napoléon, patriarche de famille. Un certain nombre de livres et de documents détenus dans les rayons de la Fondation nous permettent d'aborder cet angle, cette intimité familiale. Après la mort de son père Charles Bonaparte en 1785, Napoléon, tout jeune officier, débutant, s'était trouvé propulsé quasiment du jour au lendemain chef de famille. Alors certes, il n'était pas l'aîné, c'était Joseph Bonaparte qui était l'aîné, mais il était considéré un peu par tout le monde, et notamment par son bouillonnant cadet, comme étant un petit peu mou. Et donc, c'est vraiment Napoléon qui va récupérer la charge de cette fratrie assez nombreuse, puisqu'ils sont quand même pas moins de 4 frères et 3 sœurs, plus une mère à Charles, une redoutable mère, Laetitia, dont il va fort bien s'occuper. Et avouons-le, il a quand même bien réussi dans le challenge, puisqu'il a quand même réussi à procurer à tous ses frères et sœurs, à l'exception pertinente de Lucien, une couronne royale ou grand-ducale. Alors, ce rôle de patriarche, il va l'exercer sans faillir, pendant des années, souvent de manière, il faut bien le dire, extrêmement autoritaire, utilisant un peu ses frères et sœurs pour des raisons de politique, mais également manifestant parfois beaucoup de tendresse à l'égard de ses préférés, et en premier lieu de sa sœur chérie, Pauline. Alors elle est célèbre pour sa beauté, autant que pour ses infidélités. La belle Pauline, future princesse porgaise, a toujours conservé la bienveillance et même l'affection profonde de son frère aîné. Cette relation étroite, eh bien, elle s'exprime dans les collections Bodmer par une série de 23 lettres et billets de Napoléon à sa sœur, rédigés entre 1802 et 1810. Les plus anciens remontent à l'époque où Pauline, qui était alors l'épouse du très prometteur général Leclerc, depuis 1797, devait partir à Saint-Domingue, aux côtés justement de son mari, qui avait été envoyé mater la révolte qui avait été inaugurée par Toussaint Louverture. Alors dire que ce départ
se fit dans la joie et l'allégresse serait fortement exagéré, parce que la belle Pauline était fort peu désireuse de quitter la douceur des salons parisiens qui composaient son quotidien pour aller suer dans le climat chaud et délétère des Antilles en pleine insurrection qui plus est. Alors, son premier consul de frère ne lui a pas vraiment laissé le choix, à vrai dire, et lui a prié d'embarquer avec son mari en novembre 1801 pour gagner ce champ d'opération. Quelques mois plus tard, le 25 Ventose an 10, autrement dit le 16 mars 1802, le premier consul écrit à sa sœur. Alors là, je prierai les éventuels déboulonneurs, déboulonneuses de statues de bien vouloir aussi pudiquement fermer leurs oreilles pour ne pas avoir à subir une belle tranche de misogynie napoléonienne. Donc, accrochez-vous. Paris, 25 Ventose. J'ai reçu votre lettre, ma bonne petite Paulette. Songez que les fatigues, les peines, ne sont rien quand on les partage avec son mari et que l'on est utile à sa patrie. Faites-vous aimer par votre prévenance, votre affabilité et une conduite sévère et jamais inconséquente. L'on fait faire des caisses de mode pour vous que le capitaine de la Sirène, donc un bateau qui faisait la liaison, vous apportera. Je vous aime beaucoup et faites que tout le monde soit content de vous et soyez digne de votre patrie. Signé Bonne. Parce qu'il avait souvent des signatures abrégées. Les autographes napoléoniens, en fait, leur prix très souvent est basé sur la longueur de la signature. Donc ça va du simple N, ensuite il y a Nap, Napole, Napoléon. Alors là, c'est pour les traités officiels internationaux. Donc il y avait toujours une brièveté. Mais là, on en est encore à Bonaparte. Évidemment, il s'agit du premier consul. Alors Constante, Pauline, à vrai dire, ne va pas vraiment l'être. Elle va meubler le temps par pas mal d'aventures extra-conjugales avec des officiers, de simples soldats. Bon, il faut dire que la belle n'avait pas trop de chance avec ses amours à ce moment-là, parce que son principal amant, Fréron, qui était justement le sous-préfet de Lille, par chance, était mort de la fièvre peu de temps après son arrivée, et son mari lui-même, en dépit, et peut-être à cause aussi des batailles qu'il devait mener contre les révoltés, ne se sentait pas tellement en forme. D'où cette amicale mise au point fraternelle au mois de juillet suivant, juillet 1801, pleine de moralité paternelle, sinon paternaliste. 12 Messidor. J'ai reçu une lettre de vous, bonne petite sœur. J'ai appris avec plaisir que vous supportez avec courage les peines attachées au mouvement de la guerre. Ayez soin de votre mari qui, ce que l'on m'assure, est un peu malade. Ne lui donnez aucun sujet de jalousie. Pour un homme occupé, toutes les minauderies sont insupportables. Une femme doit être bonne et complaisante et ne doit rien exiger. Votre mari est actuellement vraiment digne du titre de mon frère par la gloire qu'il acquiert. Soyez constamment unis par l'amour et la tendre amitié. Ma femme vous envoie des modes, elle prend les eaux à plombière. Hélas pour Leclerc, la guérison ne vint jamais. Il mourut à son tour de la fièvre jaune le 1er novembre 1802 et Pauline, réellement désespérée, se fit même tondre les cheveux pour les placer dans le cercueil du général défunt qu'elle fit rapatrier en France. Postérieur de 7 ans à ces échanges, les courriers suivants tiennent souvent davantage du billet très court, je dirais la forme ancienne du SMS en quelque sorte. Ils sont adressés assez sobrement quand ils sont pliés et estampillés, fermés des armes impériales sur cachet de cire, à la princesse Pauline. Et c'est tout à fait correct puisqu'elle était remariée depuis 4 ans à ce moment-là au prince Camille Borghese. Elle vivait dans son château de Neuilly et entourait son frère impérial d'un dévouement très affectueux, d'autant que ces courriers datent de la période de divorce avec Joséphine et qu'il faut trouver à son frère aîné quelques distractions. Alors c'est pour ça que certains de ces billets vont concerner une certaine Madame de Matisse, qui était une dame de compagnie de Pauline Bonaparte et qui va devenir une éphémère favorite de l'empereur à la fin de l'année 1809. Ainsi, ce billet extrêmement laconique, vous voyez que là on est vraiment de l'ordre du SMS, prévient d'un passage éclair nocturne. Ce soir à 10h, je viendrai chez vous, faites que la M, Madame de Matisse, y soit.
Donc l'écriture est exécrable, là c'est le N impérial désormais qui signe, mais vous voyez qu'effectivement on est dans l'ordre vraiment du poulet du billet. Dans d'autres cas, la princesse est chargée d'un rôle d'entremetteuse afin de faire circuler et passer à Madame de Matisse des lettres d'amour, comme dans cette lettre, datée d'un lundi. Petite sœur, je vous prie de faire remettre cette lettre. Hier, nous avons fait notre paix, parce qu'il s'était un peu brouillé avec Madame de Matisse. Renvoyez la réponse ce soir. Je la trouverai à 2 heures du matin à mon arrivée. Elle est fort aimable, mais très sévère, et je doute quelquefois si on m'aime. Demain, au soir, donnez-nous une soirée chez vous de 10 à 12 personnes. Adieu, petite princesse, portez-vous donc bien, car il est ridicule d'être malade. Je ne me porte pas trop bien, mais la chasse me guérit. Donc vous voyez que ces billets, donnant des nouvelles banales de santé, de marivaudages amoureux, de sorties de chasse ou de soirées mondaines, eh bien, ils ne semblent guère émaner de l'homme qui, à ce moment-là, règne sur toute l'Europe. Regardez celui-ci, daté d'un jeudi 11h, peut-être le 30 novembre 1809. Je suis fâché que ma petite Pauline soit malade. J'irai la voir demain. Le cercle m'a fort ennuyé. Le roi de Naples, Murat, est arrivé. J'ai reçu la lettre de C, donc en l'occurrence, c'est Christine Giuliani, Madame de Matisse. Je lui envoie la réponse. Que dit-on de la journée d'aujourd'hui? Bonsoir, petite sœur. 11h, jeudi. Le 4 décembre suivant, grande parade, mais personne de la famille, alors que leur sœur, la reine Caroline, l'épouse de Murat, vient d'arriver. Comment se porte la petite sœur? Je n'ai vu personne à la parade. Il est vrai que je n'ai pas regardé. Caroline est arrivée, je viens de la voir, elle se porte fort bien et viendra ce soir. Adieu, petite princesse, je suis bien aise de ce que vous me dites. Et il ne faut pas oublier, dans tout cet emploi du temps chargé, de caser 1 ou 2 visites à la redoutable Madame Mère, Laetitia, avant de partir chasser. Vous devez être très fatigué ce matin, vous étiez pâle hier au soir. Je suppose que l'on ne le fera pas aujourd'hui comme prévu et qu'elle sera à 8h30 chez Madame Mère, avec petite princesse. J'ai bien dormi, je vais chasser au bois de Boulogne à l'heure. Mardi à midi. Mais cette chasse, elle ne distrait pas toujours des peines de cœur. Et ces peines de cœur, affligées par une dame de compagnie, en plein divorce donc, sont toujours présentes au premier jour de 1810. Petite sœur, je vais à la chasse à 12h30, venez-y. Vous portez-vous bien. Le temps est beau, la soirée a été fort bonne, mais des obstacles inattendus ont tout dérangé. Ce que j'avais soupçonné il y a 2 jours s'est trouvé vrai, et je ne vois aucun moyen de lever ce fâcheux obstacle. Après, l'on a bien pleuré, et l'on m'a déclaré que l'on voulait partir mardi, bien des offres de part et d'autre, et nous nous sommes quittés à minuit. Donc là, il parle de ses marivaudages amoureux avec sa maîtresse du moment. Je lui écris un billet, je ne veux pas qu'elle parte avant 15 jours. Dites-moi ce qu'elle dit et faites-la venir à la chasse. Je crains bien que l'on ne soit pas très tendre ce matin. Alors vous voyez, Napoléon et les femmes, c'est une histoire complexe. Le divorce avec Joséphine, qui occupe l'arrière-plan de ces billets autographes, pour la plupart inédits, a été prononcé le 15 décembre 1809, finalement, mettant fin à un mariage de 13 ans. L'ancienne impératrice se retire dans son château de la Malmaison, qui contenait notamment une très belle bibliothèque construite par l'architecte Percier et qui avait été constituée à partir de 1799 pour rassembler essentiellement des ouvrages d'ordre militaire. Mais pour autant, parmi ces volumes figurait, étonnamment, la première traduction française du Chowking, l'un des livres classiques du confucianisme chinois qui avait vu le jour à Paris en 1770. Alors, cet ouvrage, vous pouvez le voir et l'admirer ouvert à une planche gravée dans les vitrines du musée, eh bien, il est doté d'une reliure typique de l'époque du consulat, en veau marbré, qui comporte un chiffre, un monogramme, en bas du dos. Un libraire anglais, qui était aussi imaginatif que Fleur Beleux, avait pensé, selon une note qui est portée à l'intérieur du livre, qu'il s'agissait de Pauline de Borghese, qui donc aurait fait offrande du livre à son frère. En réalité, les goûts de Pauline, on l'a vu, la portaient plutôt en direction des beaux officiers d'état-major que vers la philosophie, surtout confucéenne. Eh bien, en réalité, ces initiales PB entrelacées doivent se lire
la pagerie Beauharnais. C'est le nom de jeune fille et de premier mariage de l'impératrice. Et le grand spécialiste de l'héraldique bibliophilique, le docteur Olivier, estime que les livres aux armes ou aux chiffres de l'impératrice Joséphine, donc comportant ce monogramme que vous voyez là placé en bas du dos, avec ce PB entrelacé, sont extrêmement rares. Et donc nous avons à la Fondation la chance de posséder un ouvrage qui plus est exceptionnel par son contenu, s'agissant d'un grand texte de la philosophie chinoise. Alors, après ce divorce douloureux, l'empereur va se remarier dès 1810 avec l'archiduchesse Marie-Louise, la fille aînée de l'empereur d'Autriche, et celle-ci, devenue, après la chute de l'Empire, duchesse de Parme, va se constituer une très belle bibliothèque qui a été reliée à sa demande de manière uniforme en maroquin ou demi-maroquin rouge, toujours frappé de son monogramme impérial sur le premier plat. Vous voyez le monogramme couronné. Et ici, il s'agit des 2 premiers tomes de la très prolifique série de la Bibliotheca Classica Latina, qui compte 107 volumes. Alors, j'en ai sorti que 2 pour l'occasion. Ce sont les œuvres de César, ce qui est très porteur de sens. Et vous avez ici le César ayant appartenu à l'impératrice Marie-Louise. Alors, cette bibliothèque Marie-Louise, elle a un destin, disons, particulier. Il se trouve qu'elle est très liée à la Fondation Martin Bonnemer, puisque Martin Bonnemer avait acheté la quasi-totalité de cette bibliothèque dans les années d'après-guerre. Et puis, par le biais d'échanges, dans la mesure où il avait déjà un certain nombre d'ouvrages dans d'autres éditions, eh bien, il les a échangés contre d'autres ouvrages. Abent sua fata libelli, les livres ont leur destin, et donc la plupart de ces livres de Marie-Louise sont repartis désormais sous d'autres cieux. Alors, de ce mariage impérial à double niveau, va naître en mars 1811 celui qu'on a appelé l'Aiglon, le roi de Rome. Entre sa naissance et la séparation définitive intervenue en janvier 1814, Napoléon, beaucoup pris évidemment par ses campagnes militaires, n'a en réalité vu son fils que durant 1 an et demi. Pourtant, tranchant avec les comportements paternels de l'époque, et ça beaucoup de témoignages le rapportent, et notamment des comportements dans les familles régnantes ou aristocratiques, eh bien l'empereur a laissé aux témoins l'image d'un père attentif et aimant, ce qui se voit dans cet ouvrage de Frédéric Masson, qui date du début du XXe siècle, 1904, par différents tableaux et gravures représentant l'empereur dans son environnement familier avec son fils. Alors cet exemplaire qui a été imprimé en 1904, donc de Frédéric Masson, Napoléon et son fils. Nous en avons un exemplaire de grand luxe, format in-folio, et qui est revêtu d'une superbe reliure de maroquin bronze, entièrement orné d'un décor napoléonien, figurant notamment les grandes armes impériales sur la première de couverture. Passons désormais à la phase crépusculaire. Le titan déchu, et tout d'abord la période de l'Alaï, donc vraiment cette période des 100 jours. Nous avons vu tout à l'heure le premier volume du livre de Georges Montorgueil, Bonaparte, et bien voici le pendant, toujours illustré magnifiquement par Job. Voici donc la reliure de ce tome 2, baptisé Napoléon, et qui a une teinte cette fois-ci totalement crépusculaire. L'empereur, présentant un visage pâle, et sur un cheval surplombant en fait l'orbe terrestre, mais dont le mouvement même de cette orbe semble l'amener à la chute, sur un arrière-plan totalement crépusculaire. Et vous avez en fait ici un résumé tout à fait saisissant de cette dernière phase de l'Empire. On fait en général démarrer le début de la fin avec la désastreuse campagne de Russie de 1812. Et c'est vrai que pour se représenter ces grands espaces de l'Europe orientale et la longue marche de la Grande Armée, la carte se révélait nécessaire. L'historien et homme d'État Adolphe Thiers, qui devait devenir président de la République sous la Troisième République, l'avait bien compris en rédigeant sa monumentale Histoire du consulat et de l'Empire, une somme en 20 tomes qui se sont échelonnés entre 1845 et 1862.
Et il dota donc cette série d'un grand atlas complémentaire paru en 1859 qui était doté de près de 70 cartes représentant les conflits napoléoniens depuis la période républicaine jusqu'à Waterloo, parfois à l'échelle d'un continent entier et parfois à l'échelle d'une seule bataille. Alors on y trouve par exemple le cheminement des troupes françaises depuis Vilma jusqu'à Moscou à travers ces vastes étendues de la Pologne et de la Russie, franchissant des milliers de kilomètres, et les cadres, alors là cette fois-ci plus serrés, des batailles de Smolensk ou de Moscou, donc qui là présente l'environnement urbain de ces batailles, ainsi évidemment que le célèbre désastre de la Bérésina. Et là, nous avons le cours de la Bérésina qui nous est montré. Et puis, ça va être également la représentation cartographique de la morne plaine de Waterloo, lieu de l'affrontement final. La défaite de l'ogre, celui qu'on surnommait ainsi pour avoir fait trembler l'intégralité de l'Europe, va bien entendu susciter chez ses vainqueurs une foule de publications exaltant les nouveaux héros. La tradition anglaise du livre illustré va trouver le plein moyen d'exprimer la reconnaissance de la nation, et c'est notamment le dessinateur William Hett, appelé à devenir un caricaturiste à la mode, qui va se définir à l'époque comme un peintre militaire et va donner toute une série de scènes représentant les grands affrontements des armées anglaises contre les troupes impériales. Ces œuvres, elles ont été réunies dans différents recueils, l'un apparu en 1815 sous le titre d'Achèvement guerrier de la Grande-Bretagne et de ses alliés, et puis dans le présent ouvrage qui s'appelle Les portraits des personnages historiques et des scènes de bataille relatives aux campagnes contre Napoléon, et qui va sortir en 1817. C'est un ouvrage in-folio de grande taille, présenté d'ailleurs dans nos vitrines actuellement, et ces magnifiques aquatintes vont à la fois donner les portraits des principaux protagonistes des guerres napoléoniennes, à la fois sur terre et sur mer. Vous avez ici une belle représentation de Nelson, mort au combat, mais également des ennemis valeureux. Et vous allez ainsi avoir un superbe portrait de Napoléon lui-même sous le trait donc, de cet artiste anglais de talent. Et puis évidemment, il va y avoir la bataille de Waterloo. Donc ces grandes planches en couleur essayent de retracer au plus près, d'après les témoignages de l'époque, ce qu'a été la grande bataille vue du côté anglais. Et bien entendu, on y trouve même une planche, alors qui là est dépliante, elle fait plus d'1 mètre de long, qui représente le nouveau héros de l'Angleterre. C'est le général-duc de Wellington, figurant au sein de son état-major durant la bataille de Waterloo. D'autres publications, en revanche, ont été nettement moins respectueuses vis-à-vis du vaincu. Et elles témoignent en fait de la profonde exécration anglaise contre l'empereur déchu. Ce bonnet, ce surnom qu'on lui avait donné, qui vient de Bones, donc mettant en avant le côté osseux du Bonaparte des débuts, un personnage haï, car né de la Révolution française elle-même haïe. Un satiriste bien connu et de grand talent, William Combes, va ainsi composer en 1815 un poème satirique baptisé The Life of Napoleon, en 15 chants s'il vous plaît. Et l'ouvrage, très violent dans son texte, dans sa charge, est illustré par 30 gravures créées par un jeune illustrateur à l'époque, il a 23 ans, George Cruikshank, qui va devenir l'un des plus célèbres caricaturistes anglais du XIXe siècle. Pendant 60 ans, il va représenter la caricature politique, notamment anglaise. Alors, la page de titre que vous voyez ici, qui est entièrement en couleur, est une bonne représentation, se veut un résumé du parcours de Bonnet, parti en fait d'une île, pour revenir dans une île. C'est-à-dire que vous avez ce sans-culotte, à moitié en haillons, coiffé du bonnet phrygien, donc le sans-culotte parfait, qui sort d'une île, la Corse, qui va grimper sur l'échelle, une échelle qui est constituée d'échelons. Alors vous avez le pillage, vous avez l'échafaud, il y a une guillotine en fait qui lui sert d'échelle sociale, qui va se transformer en général à grande fanfreluche dorée, ça c'est la période, républicaine, qui va ensuite être une sorte de petit bonze impérial trônant sur le monde, et puis ensuite arrive l'orage, et là, il bascule, il tombe
de l'autre côté de la page de titre, il abandonne toutes les couronnes, les sceptres dont il était chargé, et il se retrouve avec son célèbre bicorne et puis un vieux manteau de troupier bien décati sur une autre île, cette fois-ci, c'est Sainte-Hélène. Donc vous avez ici une représentation de cette célèbre roue de la fortune depuis l'époque médiévale, regnabo, regno, regnavi, je vais régner, je règne, j'ai régné. Et donc, tout au long du livre, les principaux épisodes de la geste napoléonienne sont revisités et tournés en ridicule, en dérision, avec une très grande méchanceté, mais aussi avec un grand talent. Alors on trouve par exemple au fur et à mesure le fameux siège de Toulon, où on voit des soldats républicains efflanqués, et puis un petit excité, le nabo Naparte, comme certains l'appelaient, qui est en train de tirer sur la ville de Toulon avec une bombarde plus grosse que lui. Vous avez la fuite d'Égypte, parce que ce n'est pas la campagne d'Égypte pour les Anglais, c'est la fuite d'Égypte. De nuit, abandonnant en fait ses hommes au pied des pyramides, ils montent dans un bateau subrepticement pour regagner la France. Alors bon, si on était tout à fait de mauvaise foi, on dirait que ça s'appelle une fuite à l'anglaise, mais enfin bon. Et puis il y a également le sacre. Alors là, effectivement, le geste de poser, outrecuidant, de poser la couronne sur sa tête par lui-même en présence du pape. Et puis alors la pauvre Joséphine qui n'a pas été gâtée, parce que là elle fait au moins 150 kilos boudinée dans sa robe comme c'est pas permis. Et puis on trouve également les séquences donc finales et dramatiques à la fois de l'incendie de Moscou et de la retraite de Russie avec des grognards enfoncés jusqu'à la poitrine dans la neige et survolés par des corbeaux qui n'attendent que de venir becqueter leur corps à moitié gelé. Alors, cette haine, elle va s'exprimer effectivement dans pas mal de publications pamphlétaires. En même temps, les officiers anglais qui ont été amenés à côtoyer le vaincu ont été nombreux à laisser eux aussi témoignage de leur expérience au contact de cet homme si craint. L'amiral George Cockburn, baronnet, qui commandait le navire de Sa Majesté Northumberland, qui a convoyé Napoléon vers Sainte-Hélène, est ainsi demeuré plusieurs mois à ses côtés, tant pendant la traversée qu'à Sainte-Hélène même, dont il avait été nommé gouverneur. Eh bien, il a tenu un journal de ce voyage et de ce séjour, qui a été conservé par la famille et finalement publié en 1888, et vous avez ici l'édition originale que nous possédons de cet extrait d'un journal du contre-amiral Sir George Cockburn à l'époque de la traversée. Alors il ne faut pas croire que cette détestation de Napoléon Bonaparte ait été une exclusivité anglaise. Les royalistes français ne le portaient pas non plus dans leur cœur et l'appelaient volontiers Buonaparte, pour faire ressortir ses origines corse, ou l'usurpateur, bien entendu, par rapport à la famille des Bourbons. Les immigrés, de retour en France, au bout de 20 ans, et n'ayant, selon l'expression attribuée à Talleyrand, n'ayant donc rien oublié et rien appris, vont trouver leur nouveau chantre en un jeune homme farouchement ultra-royaliste à cette époque-là, et qui, à 20 ans, publie son premier livre, qui va d'ailleurs être pensionné par le roi Louis XVIII. Eh bien, ce jeune homme, très farouchement anti-bonapartiste, il s'appelle Victor Hugo. Et il publie dans le recueil des Odes et poésies diverses, son premier livre en 1822, plusieurs poèmes attaquant violemment la personnalité de l'empereur et notamment cette ode 10e qui s'appelle Buonaparte. Naguère, de lois affranchies, quand la reine des nations descendit de la monarchie, prostituée aux factions, on vit dans ce chaos fétide naître de l'hydre régicide un despote, empereur d'un camp. Telle souvent la mer qui gronde dévore une plaine féconde et vomit un sombre volcan. Ainsi l'orgueil s'égare en sa marche éclatante, colosse né d'un souffle et qu'un regard abat. Il fit du glaive un sceptre et du trône une tente. Tout son règne fut un combat. Du fléau qu'il portait, lui-même tributaire, il tremblait, prince de la terre. Soldat, on vantait sa valeur. Retombé dans son cœur comme dans un abîme, il passa par la gloire, il passa par le crime, et n'est arrivé qu'au malheur.
Voilà la vision qu'avait le jeune vicomte Hugo au moment effectivement où il faisait ses premières armes littéraires et devenait un des champions du camp des ultra-royalistes. Alors cette détestation, elle va persister tout au long de la Restauration, mais dans ces mêmes années, l'empereur peu à peu va bénéficier d'une sorte de retour de capitale sympathie qui va triompher avec le grandiose retour des cendres sous Louis-Philippe. Mais dès le règne de Louis XVIII, on assiste déjà à l'apparition, alors d'abord clandestine évidemment, puis au grand jour, d'œuvres à la gloire du petit caporal. Et c'est surtout à partir de la disparition de l'empereur lui-même que le culte impérial naquit. Mort, Napoléon devenait une icône. Et à l'opposé du jeune Hugo, les milieux bonapartistes avaient eux aussi leurs poètes. Et ils vont encenser un chansonnier à succès qui se nomme Pierre-Jean de Béranger, qui était à l'époque vraiment une pop star ou peu s'en faut, qui était déjà célèbre sous Napoléon et qui va développer dans ses chansons populaires, après le retour de Louis XVIII, la haine de l'Ancien Régime et la nostalgie de l'Empire. Alors que la presse était muselée, eh bien, ces chansons, colportées dans les cabarets, vont permettre à cet état d'esprit d'être véhiculé, et la chanson est transformée en arme politique, en instrument de propagande, avec des airs à succès comme La Cocarde Blanche ou Le Marquis de Carabas, qui se moquaient justement des ultras et des émigrés n'ayant rien appris et rien compris. Mais c'est surtout la chanson Le Vieux Drapeau qui va se répandre clandestinement dans les garnisons, dans les casernes et auprès des demi-soldes, donc tous ces officiers ou soldats qui ont été renvoyés de l'armée et qui constituent véritablement le socle du bonapartisme. Lamartine devient alors, pour reprendre le mot, Béranger devient alors, pour reprendre le mot de Lamartine, l'homme-nation, celui qui va fournir une voix au peuple. Les textes de ces chansons, comme le Vieux Drapeau, publiés en octobre 1821, donc vous voyez qu'on est quelques mois seulement après la mort de l'empereur, vont connaître un succès inouï. Il va s'en vendre en 8 jours 10 000 exemplaires, et l'imprimeur Firmin Didot, qu'on a déjà croisé tout à l'heure, va préparer tout de suite de nouvelles éditions. Alors c'est un succès qu'il va payer, puisqu'il va être condamné à 3 mois de prison quelques semaines plus tard seulement, mais c'est un auteur qui va fournir vraiment les premières armes du bonapartisme renaissant. La nouvelle de la mort de l'empereur avait en effet touché la France dans le courant de l'été 1821 et tout de suite avait fleuri des manifestations de sympathie, comme celle par exemple d'un ancien capitaine d'artillerie qui avait été mis à la retraite après avoir reçu la Légion d'honneur durant la bataille d'Eylau. Sous couvert d'anonymat, cet Alexandre-Marie Goujon fit paraître dès juillet 1821 un petit volume intitulé « Pensée d'un soldat » sur la sépulture de Napoléon, qui témoignait totalement de l'état d'esprit de ces officiers en demi-solde, mis sur la touche par le retour des Bourbons. L'opuscule, comme beaucoup de ses publications donc de 1821, va connaître un grand succès et plusieurs rééditions vont voir le jour dans le courant des mois suivants. Alors, les mois passant, les témoignages des plus proches et souvent des derniers compagnons de l'empereur vont commencer à circuler à travers la France, bientôt réunis dans un recueil collectif sous le nom de « Recueil de pièces authentiques sur le captif de Sainte-Hélène ». C'est une collection qui, au total, va comprendre 12 tomes, parus entre 1821 et 1825. On y retrouvait des écrits et des documents de l'empereur lui-même, mais également des extraits de journaux intimes. Alors, par exemple, celui du grand maréchal Bertrand, du comte de Montholon, ou du docteur Antomarchi, qui étaient donc les fidèles de Napoléon à Sainte-Hélène. La Fondation possède un très bel exemplaire de cette série. Alors au total, il y en a 12. Là, vous avez les 5 premiers qui sont représentés côte à côte. C'est un exemplaire donc en veau marbré d'époque, tout à fait une reliure de la fin de l'Empire et là, du début de la Restauration, qui vous montre donc qu'un amateur de l'époque l'avait jugé digne d'emblée, sans doute un sympathisant, de lui mettre une reliure d'un certain prix. Alors parmi les noms que vous avez pu voir figurer sur la page de titre de ce recueil,
eh bien, il y avait un certain comte Emmanuel de Las Cases. Il avait accompagné Napoléon au moment de la défaite, il était près de lui à Waterloo, puis ensuite dans l'exil, et jusqu'à la fin 1816 où il rentre en France. Il a pu s'entretenir au jour le jour avec l'empereur, il a pu écouter dans la même pièce l'empereur en train de dicter ses mémoires au grand maréchal Bertrand ou au comte de Montholon, et il a pris lui-même des notes personnelles sur cette expérience d'incarcération, disons, à ciel ouvert à Sainte-Hélène. Alors son manuscrit lui a été confisqué par le gouverneur au moment de son départ, le gouverneur anglais au moment de son départ vers la France, puis il lui a été finalement rendu au moment de la mort de Napoléon, et il va travailler à ce moment-là en France, donc, à sa publication qui va intervenir en 1822-1823 à compte d'auteur dans un premier temps sous le titre célèbre de Mémorial de Sainte-Hélène, ou journal où se trouve consigné jour par jour ce qu'a dit et fait Napoléon durant 18 mois, donc à la période de présence de Las Cases. Vous avez ici le tome 1, donc il y en a au total une dizaine, et la Fondation vient tout juste d'acheter cette œuvre fondamentale qui bizarrement lui manquait encore. C'est un texte capital, alors à la fois au niveau littéraire et bien entendu au niveau historique. Le grand historien de l'Empire, Jean Tullard, a d'ailleurs pu écrire que cet ouvrage n'était rien de moins que le bréviaire du bonapartisme. Son influence d'ailleurs va bien au-delà de ce seul courant de pensée, puisque De Gaulle lui-même avoua qu'en rédigeant ses propres mémoires, il avait pensé au mémorial de Sainte-Hélène. Alors c'est devenu très très rapidement un best-seller, un succès éditorial. Il va figurer, là vous avez une vue d'ensemble en fait des volumes, il va figurer notamment dans la bibliothèque imaginaire de Julien Sorel, le héros du Rouge et le Noir de Stendhal, et va devenir la pierre angulaire de la légende napoléonienne déjà en plein essor. Alors, signe de ce succès durable, notons que le texte a connu sa pléiadisation dès 1935, dans les tout débuts de la célèbre collection Gallimard. On a décidé de mettre le mémorial parmi le choix initial de textes retenus. Alors là encore, vous voyez que c'est un bel exemplaire en reliure d'époque. L'ouvrage a souvent connu des reliures modestes dans les premiers temps pour l'édition originale, et donc là, on est plutôt dans des exemplaires de bonne qualité. Alors parmi les textes de nature quasi hagiographique qui voient alors le jour dans les années 1820, accordons un moment au livre d'Auguste de Chambrure qui s'appelle « Napoléon et ses contemporains » et qui a vu le jour en 1824. Alors c'est un ouvrage qui est richement illustré, 49 planches hors texte qui sont sorties des burins des meilleurs graveurs et dessinateurs du moment, notamment De Veria et Tony Johanneau, qui sont les grands noms de l'illustration romantique. Et cet ouvrage avait la particularité, là nous avons un très beau portrait de l'empereur lui-même en frontispice, donc cet ouvrage avait la particularité de vouloir mettre en avant les qualités non plus tellement militaires, mais plutôt les qualités humaines de l'empereur, en narrant des historiettes, des anecdotes édifiantes en quelque sorte, à la fois sur des épisodes d'ordre militaire, enfin du contact de Napoléon avec ses hommes. Alors vous avez par exemple ici cette apostrophe à ces hommes. « Allez mes amis, ne craignez rien, le boulet qui me tuera n'est pas encore fondu ». Donc ça c'est quand même des rotonmontades un petit peu. Et là vous avez le célèbre soldat du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemple. Voilà, donc ça c'est vraiment des passages qui sont devenus légendaires, qui sont apocryphes pour la plupart, mais qui là trouvent une matérialisation iconographique. Et il s'agit également d'actes de générosité ou de bonté à l'égard de son propre peuple. Alors on le voit par exemple en train de distribuer des bourses à de pauvres Français, ou alors de clémence vis-à-vis de ses ennemis. Alors il y a par exemple cette gravure très touchante où on voit l'empereur en veste d'intérieur recevoir une famille, la mère de famille, les enfants, les petits-enfants, agenouillés à ses pieds et qui viennent en fait lui demander la grâce. C'est la famille Moltrecht qui vient demander la grâce du père de famille qui était un commerçant de Leipzig, condamné à mort pour avoir trempé plus ou moins dans un complot, et l'empereur, bonhomme, va décider devant ce spectacle émouvant d'accorder la grâce donc à celui qui avait comploté contre lui. Donc vous voyez, une entreprise véritablement d'humanisation
du stratège, du chef d'État, eh bien c'était aussi un homme. Alors l'exemplaire bonne mère de ce texte, de ce beau livre illustré, est un exemplaire grand papier et qui est tout simplement magnifique. Il a appartenu à l'époque à un amateur de grand goût qui l'a fait revêtir d'une reliure de veau glacé rouge avec un luxueux décor dans le goût romantique, avec des estampages à chaud, doré et à froid également, ce qui rend évidemment cet in quarto extrêmement spectaculaire à voir. Alors, à la suite de ces pamphlétaires ou de ces propagandistes en quelque sorte, turiféraires, eh bien, ce sont les hommes de lettres qui ont décidé, sous la monarchie de Juillet surtout, débarrassés de la crainte de la censure de Louis XVIII ou de Charles X, qui vont s'emparer du personnage de Napoléon et vont en faire l'acteur de leur roman ou de leur pièce de théâtre. Fils d'un général de la Révolution, alors qu'il avait pourtant été limogé par Napoléon, un auteur encore débutant, qui s'appelle Alexandre Dumas, va produire en 1831 une pièce qu'il baptise Napoléon Bonaparte ou 30 ans de l'histoire de France. Vous avez ici la page de titre de cette édition originale, donc là Dumas en est vraiment à ses tout débuts, c'est le début aussi du théâtre romantique, et l'exemplaire bonne mère a été truffé, comme on dit, a été augmenté d'un certain nombre de gravures qui ont été mises en rapport avec certains passages donc, de cette pièce, comme ici donc un portrait en pied de Napoléon. La même année 1831, un des bons amis de Dumas, de l'école romantique, publie à son tour un recueil, cette fois-ci de poésie, Les Feuilles d'automne. Et dans ces Feuilles d'automne, on voit des vers appelés à devenir célébrissimes. Alors c'est le début du poème, donc il n'y en a que 4, il y a beaucoup de blanc dans les recueils romantiques poétiques. Ce siècle avait 2 ans, Rome remplaçait Sparte, déjà Napoléon perçait sous Bonaparte, et du premier consul déjà, par maint endroit, le front de l'empereur brisait le masque étroit. Et bien c'est bien entendu Victor Hugo, qui désormais réconcilié et même fasciné par la figure impériale qu'avait suivi d'ailleurs son père, le général comte Hugo, reprenait désormais à son compte, dans sa poésie, le mythe napoléonien. Et la prose, bien entendu, n'était pas en reste. Et sous les meilleures plumes, Balzac va ainsi produire un de ses très bons textes, devenu un classique, l'histoire de l'empereur racontée dans une grange par un vieux soldat. Alors elle a paru dans une petite édition, c'est un int 16, une édition illustrée par ailleurs, et là vous avez un texte qui, dès son titre en fait, reprend avec grand talent tous les éléments devenus des topoi de la légende dorée napoléonienne. Le vieux grognard choisi comme narrateur, l'empereur martyr, donc là vous avez effectivement le récit qui est fait par un vieux de la vieille, donc qui diffuse cette légende napoléonienne, et puis à la fin de l'histoire, l'empereur donc crucifié, l'empereur martyr, trahi par la perfide Albion et qui a été encloué sur un rocher un petit peu à la manière de Prométhée. Vous voyez le passage de la page 98, l'on s'empare de Napoléon par trahison, les Anglais le clouent sur une île déserte de la Grande Mer, sur un rocher élevé de 10 000 pieds au-dessus du monde. Et donc vous avez cette manière de représenter Napoléon regardant l'horizon infini sur son rocher, qui n'est pas d'ailleurs sans préfigurer un certain Victor Hugo qui se fera représenter sur un rocher des îles anglo-normandes pour avoir été chassé effectivement par le neveu de celui qui est représenté ici. Donc vous voyez que l'histoire est un éternel recommencement parfois. Alors ce rocher de Sainte-Hélène, venons-y justement dans cette partie que j'ai appelée « Exil et mort d'un géant ». Et nous y sommes quelque part vers le début de 1817, disons. Napoléon est alors installé, depuis un peu plus d'1 an, dans la rustique Longwood House, sur un plateau venteux, à l'intérieur des terres. Alors là, vous avez la carte qui a été donnée, enfin le plan des lieux qui a été donné par Lascassès, avec le détail des pièces de ce bâtiment très malcommode, dans lequel la petite cour impériale a dû se caser tant bien que mal, et on arrive quand même à voir que la pièce qui se trouve la plus en haut et à gauche, eh bien c'est une pièce entièrement dévolue
à la bibliothèque. Parmi les derniers fidèles se trouve Louis Marchand, le premier valet de chambre de l'empereur, et le fameux Mamelouk Ali, qui en fait s'appelle Saint-Denis de son vrai nom, et qui a donc été nommé le responsable de cette bibliothèque très fréquentée par son maître. En fait, il y a à l'intérieur de cette bibliothèque 3000 volumes. Alors là, vous avez une vue du cabinet de travail, non pas à Sainte-Hélène, ça c'était l'époque française, mais ça vous permet de voir sous les traits du dessin de Job, Napoléon dans un univers livresque. La bibliothèque de Sainte-Hélène, elle était composée de 3000 volumes, qui, pour l'empereur, qui était un lecteur vorace, était finalement quasiment l'unique échappatoire à l'ennui mortel de son existence insulaire. Napoléon a toujours été un lecteur, un grand lecteur, un lecteur vorace. Les livres l'avaient accompagné jusque sur le champ de bataille dans des bibliothèques spéciales conçues en caissons et comportant des petits livres. Les bibliothèques de Napoléon ont fait l'objet d'intérêts précoces de la part des historiens du livre et de la part des bibliophiles. Et Martin Bonnemer a réussi à trouver un nombre non négligeable de ses études, de ses publications, parfois annotées de sa main, ce qui est très intéressant. Alors voici une petite sélection glanée dans les rayons. Napoléon bibliophile, qui voit le jour en 1905 sous la plume de Gustave Mouravi. Là, vous avez un des exemplaires sur papier japon, un tirage de tête. Napoléon et les livres du marquis de Sèvres, qui voit le jour en 1927. Et les livres de Napoléon par Gaëtan de Heredia, qui est publié dans le Mercure de France en 1932. Donc vous voyez des ouvrages qui prouvent l'intérêt de Martin Bonnemer pour ces bibliothèques napoléoniennes. Dès les premiers préparatifs de départ de la Malmaison, le 25 juin 1815, donc 3 jours après l'abdication, Napoléon avait demandé à son bibliothécaire, Antoine Barbier, de lui préparer une bibliothèque de voyage, comme il l'avait fait jadis au moment de la campagne de Russie et en d'autres circonstances. Au final, ce sont 588 volumes qui vont quitter la Malmaison, le château de la Malmaison, pour partir à Sainte-Hélène, embarquant avec l'empereur déchu. Alors, ces volumes, au fur et à mesure des années, vont être augmentés de différents achats, dûment contrôlés et autorisés par les autorités anglaises, et plusieurs de ces livres de Sainte-Hélène vont porter des annotations de la main de l'empereur qui se plaisait à commenter Plutarque ou à rectifier une description de bataille dans César. À la mort de l'empereur, en 1821, printemps 21, la bibliothèque de Sainte-Hélène, donc forte d'à peu près 3000 livres, est composée donc de 2 parties principales, les livres emportés depuis la France et qui comportaient les coups de tampon du château de la Malmaison. Alors ceux-là sont considérés comme propriété de la famille des héritiers, de la famille impériale, et vont passer en fait aux héritiers. Ils étaient destinés au roi de Rome, l'empereur avait demandé à ce que ça soit son fils qui les ait, puis finalement ça va être ventilé entre Madame Mère Laetitia, certains des frères, Caroline, Jérôme vont en prendre, et puis quelques serviteurs les plus fidèles qui étaient là vont également un peu se servir. Puis il y a les autres livres, ceux qui ont été achetés durant la période de détention. Alors là, il s'agit de 1226 ouvrages qui étaient très mal reliés. C'était des broches, ils étaient restés brochés sous couverture papier, éventuellement en reliure cartonnée. Enfin, c'est pas terrible. Là, l'Angleterre va dire, c'est nous qui les avons payés, c'est nous qui les récupérons. Et ils vont être expédiés en Angleterre et vendus en fait à Londres, chez Sotheby, de manière totalement publique, en vente publique, en 1823. Et pour citer un historien donc, qui a travaillé sur cette bibliothèque, M. Guillois, de ces 2 catégories de livres, les uns, ceux qui provenaient de Paris, furent marqués d'un cachet, tampon humide, informe et illisible, et l'autre d'une empreinte à la cire. Alors ça, c'était ce qui se disait en fait dans les premières études. En réalité, les ouvrages achetés par les Anglais comportaient ce fameux tampon illisible qu'on va voir. Alors la Fondation Bonnemer a la chance de posséder dans ses rayons plusieurs ouvrages de provenance impériale qui justement venaient de Sainte-Hélène, qui sont repartis en direction de Londres en caisse plombée, qui ont connu les avanies d'une traversée à travers tout l'Atlantique sur des bateaux, vous imaginez, qui emportaient pas mal de paquets d'eau, ce qui explique leur état parfois, disons, approximatif. Et ils ont connu cette grande dispersion de 1823. Ça a été le cas de cette série que j'ai pris en photo dans nos rayons.
qui est composé donc de nombreux volumes, 17 au total. C'est la correspondance littéraire de Frédéric Melchior Grimm. C'est un ouvrage tout récent, hein. Il a été publié entre 1812 et 1814, au moment où il est acheté par Napoléon, donc 3 ans plus tard, hein, grosso modo. Alors, les exemplaires sont actuellement revêtus d'une reliure anglaise postérieure, et ils portent tous au titre le fameux tampon informe, dont je vous parlais il y a un instant. Donc, avec un peu de bonne volonté, on reconnaît l'aigle impérial au centre avec un dais qui l'entoure, c'est un tampon donc ancré, et c'est vraiment la marque qui permet de caractériser les ouvrages de Sainte-Hélène. Alors, c'est une série qui a eu un destin assez amusant, puisque elle est passée chez des libraires anglais en 1831, il y a une note à l'intérieur qui permet de l'établir, et puis j'ai identifié assez récemment le tampon, enfin plus exactement le supralibris qui est sur la reliure, donc qui a été gaufré à l'or. Eh bien, en fait, il s'agit de la marque de propriété d'un certain colonel Thomas Wildman qui avait participé à la bataille de Waterloo. Et comme beaucoup de ces officiers qui avaient affronté directement Napoléon, eh bien, beaucoup d'entre eux, qui l'aient détesté ou qui l'aient, admiré, ont tenu à avoir plus tard une relique qui puisse les rattacher en fait à l'héritage impérial. Et donc la chose est fréquente d'avoir dans des bibliothèques d'officiers ou d'aristocrates ayant mené les campagnes napoléoniennes des reliques provenant de l'empereur. Alors là, vous avez la marque qui comporte les initiales TW du propriétaire et le nom de sa résidence de Newstead Abbey, qui entre parenthèses était une vaste demeure qu'il venait de racheter à Lord Byron en 1818. L'autre exemplaire Bodmer de provenance Sainte-Hélène, alors là, est dans un vêtement beaucoup plus modeste, en toile, donc c'est vraiment une reliure, le plus bas niveau de la reliure, mais il est encore plus savoureux et plus précieux quant à son contenu, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que des volumes de la correspondance inédite, officielle et confidentielle de l'empereur lui-même, qui avait paru à Paris en 1819. Donc il y a des milliers de kilomètres de là, dans les mois qui ont suivi la publication, Napoléon a ainsi continué à lire du Napoléon. C'est quand même assez fascinant. Dans le cas présent, encore une fois, on retrouve le tampon informe sur la page de titre avec cette mention l'empereur Napoléon qui l'identifie, hein, qui provient d'un propriétaire suivant. Et justement, ce propriétaire, là encore, la provenance est intéressante. On a ici une longue note autographe accompagnée d'un ex-libris gravé héraldique. Et bien cette note, elle émane d'un certain John Cam Hobhouse, baron Brookton, qui était également donc, le signataire de cette inscription manuscrite. Eh bien, c'est un homme politique du parti Whig, du parti libéral, l'un des proches amis de Lord Byron, avec qui il va partager des voyages en Grèce notamment, qui a été son témoin de mariage. Et en l'occurrence, c'est la particularité d'un aristocrate et homme politique anglais qui admire Napoléon. Ils n'ont pas été si nombreux finalement. Et donc, il avait ce besoin, lui aussi, hein, comme on l'a vu avec le colonel Wildman, qui lui avait affronté Napoléon. Et bien là, c'est un admirateur qui décide, lors de cette vente aux enchères de 1823, de s'acheter une relique napoléonienne en achetant donc cette correspondance de Napoléon, annotée par Napoléon. Alors, dans son exil, dans ses dernières années de vie, Napoléon n'a pas fait que lire. Il a également écrit, et beaucoup, et sur les sujets les plus variés. Alors ses mémoires, bien entendu, qui étaient souvent dictées, mais également des projets d'ordre plus historique, et dont beaucoup, en fait, sont restés sans suite. Ça a été le cas, par exemple, de ses recherches sur Alexandre le Grand. Là, vous avez un de ces manuscrits napoléoniens de l'époque de Sainte-Hélène. Pendant les campagnes d'Italie, Napoléon avait exprimé devant des proches sa grande admiration pour Alexandre le Grand, qu'il disait d'ailleurs supérieur à César dans l'art de la guerre et dont il admirait notamment les ruses contre les Perses. Durant l'expédition d'Égypte, donc 1798-1801, il avait à plusieurs reprises convoqué dans ses harangues en direction de ses soldats le souvenir d'Alexandre, qui lui-même avait été un conquérant de l'Égypte. Mais en définitive, si on regarde bien, en dépit de cet intérêt marqué, le nom d'Alexandre finalement se rencontrait assez peu dans ses proclamations ou dans ses œuvres d'une manière générale. Et donc c'est surtout à Sainte-Hélène
que pour meubler son oisiveté, il va se passionner pour cette figure. Et selon Las Cases, dont on parlait tout à l'heure, je cite dans le mémorial de Sainte-Hélène, l'empereur lisait l'expédition d'Alexandre dans Rollin, donc la grande histoire antique faite par l'historien français Rollin. Il se plaignait d'un récit fait sans goût, sans intention, qui ne laissait, disait-il, aucune idée juste des grandes vues d'Alexandre. Et il lui prenait parfois l'envie de refaire ce morceau. Voilà un passage d'une discussion, d'une conversation qui date du 3 mai 1816, qui nous est rapportée par le mémorial et qui montre vraiment Napoléon en train de se confronter au personnage, en train de dire ses volontés d'écriture sur Alexandre. Dans ses propres mémoires, Napoléon montra qu'il admirait Alexandre, il admirait en lui, donc à la fois, je cite, le grand guerrier, le grand politique, le grand législateur. Et là où il lui adressait des reproches, c'était finalement d'avoir cédé aux excès du pouvoir. Je cite encore, « Il avait commencé avec l'âme de Trajan, il finit avec le cœur de Néron et les mœurs d'Héliogabale. » Donc un jugement assez sévère. Mais le présent document que vous avez sous les yeux, eh bien, il témoigne justement de cet intérêt. Là, nous avons également une preuve des méthodes de travail à Longwood House. Las Cases, les généraux Bertrand, Montholon, Gourgon vont, sur l'instruction de l'empereur, consulter l'imposante bibliothèque dont on parlait il y a un instant et proposent des notes. Donc là, vous avez un feuillet intitulé « Colonne en haut à droite, Alexandre ». Vous avez l'un des proches de la petite cour impériale donc, qui a pris des notes dans différentes encyclopédies, ouvrages d'histoire, etc., afin de présenter le document à l'empereur en laissant toujours cette colonne de gauche, on l'a vu tout à l'heure, vierge. Et l'empereur, à ce moment-là, prend le feuillet et commence à réécrire à sa sauce le document, alors en utilisant la mine de plomb et non pas l'encre, ce qui explique le côté moins lisible de son intervention, mais c'est évidemment des documents extrêmement précieux, extrêmement émouvants aussi. Il faut l'imaginer installé dans sa chambre ou dans la salle de billard, en train d'annoter pendant des heures sur la table de billard à proprement parler, ou de dicter en fait à ses proches. Dans d'autres cas plus rares, l'empereur tenait lui-même la plume ou le crayon de bout en bout. Alors ça a été le cas notamment pour ce délassement littéraire. Alors vous le voyez ici avec sa chemise faite dans les années 1850 et puis la pochette en papier qui comporte une indication du comte Marchand qui a récupéré le document et qui indiquait effectivement qu'il s'agissait d'un délassement littéraire de l'empereur. On le voit bien ici, vous voyez, le titre a été placé sur le chagrin de la percaline, plus exactement de la pochette, « Délassement littéraire de l'empereur à Sainte-Hélène sur la tragédie de César, manuscrit ». Alors, Napoléon avait toujours été un très grand amateur de théâtre. Durant son règne, on a calculé qu'il avait assisté à 682 représentations théâtrales. Et donc le théâtre et les livres d'histoire, c'était vraiment sa principale passion de lecteur. Alors revenons cette fois-ci non pas au mémorial de Sainte-Hélène, mais aux mémoires du général de Montholon, qui va nous donner justement quelques clés de compréhension pour cet intérêt par rapport à la figure de César et par rapport à ce délassement littéraire. Le 8 janvier 1817, Montholon mentionne dans son journal que l'empereur lit « La mort de César », la tragédie de Voltaire, parue en 1736 et dont il a un exemplaire à Sainte-Hélène. Et le 10 septembre à nouveau, je cite, « Après le dîner, lecture de La mort de César. Si j'avais écrit cette tragédie, dit l'empereur, j'aurais fait un autre César que Voltaire. Je voulais en faire un, étant jeune. » Eh bien, quelques mois plus tard, et ça on le sait parce que le papier de ce document comporte un filigrane datable de 1818, Napoléon, peut-être au cours d'une de ses nombreuses nuits d'insomnie, rédigea, alors à la mine de plomb, ce qui explique le côté très illisible de la chose, en plus de l'écriture, rédigea donc un court synopsis des 2 premières scènes d'une tragédie césarienne. Après, donc, l'influence de la lecture de cette tragédie de Voltaire. Alors effectivement, contrairement à Voltaire, qui faisait apparaître dans le dialogue introductif entre César
et Marc-Antoine déjà la figure menaçante de Brutus, Napoléon préfère, lui, une approche résolument politique et militaire. Dans les premiers échanges, c'est le début en fait de ce feuillet, acte 1, dans leurs premiers échanges, donc je cite, Marc-Antoine, rend compte de la situation à Rome et des différentes factions hostiles à César. Alors c'est assez amusant parce qu'on a l'impression que ce Marc-Antoine est un petit peu Fouché, ministre de la police impériale, en train de rendre compte de l'agitation des royalistes, effectivement, dans Paris à l'empereur. Donc il y a une sorte de parallèle qui s'instaure à la lecture qui est assez extraordinaire. César, l'impérator, donc de son côté, évoque la situation sur le front, la guerre contre les Parthes, et on s'aperçoit effectivement à quel point cette figure du conquérant romain fascinait Napoléon. Comme disait Las Cases, il le pensait, je cite, il le pensait un des caractères les plus aimables de l'histoire. Aimable, un qualificatif un peu étonnant. Quoique, en fait, il lui reproche un élément, toujours selon l'auteur du Mémorial de Sainte-Hélène, je cite, l'empereur aurait dit « J'ai donné 60 batailles, César n'en a livré que 50 ». Donc effectivement, Napoléon Bonaparte n'a pas perdu sa place de leader, en quelque sorte, par rapport à l'autre grande figure de conquérant. Alors cet intérêt, il va déboucher réellement sur une publication, le précis des guerres de César, qui a été dicté à Marchand et qui va être publié à partir des notes qu'il a conservées par ce dernier en 1836. Donc là, on a vraiment une intervention de Napoléon Bonaparte sur César qui va connaître la publication. Par contre, ces 2 pages, alors d'une lecture très difficile, comme toujours avec l'écriture nerveuse de l'empereur, surtout à cette époque dans les dernières années de sa vie, elle comporte de nombreuses ratures, des bifures, des traits énergiques, des ajouts intralinéaires. C'est assez difficile. Et en fait, l'exercice ne va l'occuper qu'un instant assez court. Le brouillon de synopsis s'achève au bout du tiers de la 2e page. Et la 3e page de ce bifeuillet, c'est celle-ci. Et elle est tout entière occupée par des calculs fiévreux. Il y en a un petit peu partout. Et là, plus question de littérature. C'est la guerre qui fait son retour. Alors qu'il est coincé, donc en 1818, 3 ans avant sa mort, sur un bout de caillou perdu en plein milieu de l'Atlantique, ce géant détrôné commence à accumuler les calculs, corrige ses additions et brasse des compagnies, des bataillons, des divisions, pour une armée de milliers de grognards, ajoutant des flottes, mettant en jeu 30 vaisseaux de ligne, 40 frégates. La pensée de César, induite par ses lectures, a réveillé l'ogre et son appétit conquérant. Dans quelques jours, le 5 mai précisément, nous allons célébrer les 200 ans de la disparition de l'aigle, qui s'éteignit le 5 mai 1821 à 17h49 précise, alors que le soleil passait sous l'horizon. Comme de son temps, l'homme, le général, l'empereur, demeure encore, et aujourd'hui plus que jamais, admiré par certains, honni par d'autres. Mais il n'en demeure surtout pas moins un acteur clé de l'histoire européenne et mondiale, ce qu'un humaniste éclairé comme Martin Bonnemer, témoin impartial des productions écrites de l'humanité, avait bien marqué en lui réservant une place de choix au sein de ses rayons par des documents, par des livres de première importance. Alors à titre d'hommage, terminons cette excursion dans l'histoire et la mythologie napoléonienne par l'écoute de la marche consulaire jouée pour la première fois lors de la bataille de Marengo et qui devait tenir lieu d'hymne officiel durant l'Empire.